Dans cette leçon, on va commencer le neuvième chapitre, le Deep Learning avec TensorFlow. Donc, ce qu'on va voir, ça va être des définitions. Donc, ensuite, on va commencer bien sûr la partie pratique. Donc, mais il faudra au préalable comprendre c'est quoi le Deep Learning, l'intelligence artificielle et le Machine Learning. Puisqu'on a déjà vu le Machine Learning, donc on va découvrir le Deep Learning et quel est le lien avec l'intelligence artificielle de ces deux catégories donc de, de savoir. Alors, le deep learning, tout simplement, dans ce chapitre, on va présenter le deep learning et ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels, donc, sur lesquels cette technique deep learning, elle repose. Donc, de plus, parmi les frameworks, donc Python qu'on va travailler avec, donc ça va être le framework TensorFlow. Donc ça, c'est Google qui a développé ce framework, avec bien sûr Keras, une sorte d'API, donc c'est pour simplifier la programmation et la création du réseau de neurones et donc l'utilisation du deep learning pour analyser les données. Alors, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Tout simplement, bon, on va voir le lien entre ces trois concepts. Et ben, tout simplement, dans les dernières décennies, la nécessité de créer des algorithmes de plus en plus élaborés et de pouvoir prédire et classer les données, donc de plus en plus efficace, donc a conduit tout simplement logiquement au machine learning, donc l'apprentissage de la machine. Ensuite, grâce aux innovations technologiques, la puissance de calcul des GPU, hein, donc les Graphical Processing Unit, non pas les CPU, donc grâce aux avancées technologiques concernant les GPU, la technique du deep learning basée sur les réseaux de neurones a été développée. Donc, il y a un lien entre l'avancement des technologies et bien sûr on peut dire l'application de ces techniques pour analyser les données. Donc, ça a un lien avec ça. Donc, tout ça est basé sur les maths, bien sûr, les mathématiques, mais les mathématiques, c'est ancien, depuis la nuit des temps. Donc, les théories, elles ont été développées depuis très longtemps. Donc, pour cette raison que l'intelligence artificielle, là, c'est pas une nouvelle idée, c'est une idée qui est apparue. Donc, ce terme-là, c'est en 1956, donc à une époque où les avancées technologiques ont vu le jour concernant les ordinateurs, donc les transistors, ce qui a donné l'émergence de l'électronique et des ordinateurs. Donc les gens ont commencé à développer, bien sûr, à avoir cette possibilité de la machine à faire, par exemple, effectuer des opérations qui semblent relever exclusivement de l'intelligence humaine. Donc c'est ça, on peut dire que c'est ça la définition de l'intelligence artificielle. Donc c'est le traitement automatique sur un ordinateur capable d'effectuer des opérations qui semblent relever exclusivement de l'intelligence humaine. Donc ce concept de l'intelligence artificielle est un concept variable. Ça veut dire qu'il évolue, bien sûr, avec les progrès des machines. Donc pour cette raison, dans cette période-là, au début de l'apparence de ce terme et ces idées-là, donc il n'y avait pas vraiment des avancées parce qu'on n'avait pas le matériel, la technologie pour permettre de faire toute la puissance du calcul des fonctions mathématiques. Donc elle suit bien sûr le progrès des machines, donc elle-même avec le concept de pertinence humaine exclusive. Donc, alors, dans les années, donc on a les années 60-70, donc on concevait l'intelligence artificielle comme la capacité des ordinateurs à effectuer tout simplement des calculs, à trouver des solutions mathématiques à des problèmes complexes. Voilà, c'est tout. Donc, dans les années relevant exclusivement des grands scientifiques. Voilà, c'est ça le mot, pertinence humaine exclusive. Alors que dans les années 80-90, l'IA est devenue mature dans sa capacité à évaluer les risques, les ressources et à prendre des décisions. Voilà. Voilà. Donc, il y a une certaine majorité, plutôt maturité de l'intelligence artificielle. Au début, c'était juste faire des calculs pour trouver des solutions pour les problèmes mathématiques
complexe, mais dans les années 80-90, elle a commencé à évaluer les risques, hein, donc, et prendre des décisions. Ça, c'est une évolution. Et ça reste toujours que hum, question technologie pour appliquer tous ces algorithmes, tous ces modèles donc basés sur les maths, c'est pas vraiment évident. Donc en 2000, donc, bien sûr, la croissance a continué de côté informatique et la possibilité pour ces systèmes d'apprendre. Donc là, on a commencé l'apprentissage de la machine où le machine learning a été ajouté à la définition de l'intelligence artificielle. Donc on voit que plus la technologie avance, plus on crée de nouveaux concepts, toujours ayant un lien avec l'intelligence artificielle, mais qui vont ajouter quelque chose pour rendre cette machine encore plus puissante et plus performante. Donc, et bien sûr, dans les dernières années, donc on parle de notre période, le concept d'intelligence artificielle s'est concentré sur les opérations de reconnaissance visuelle et auditive. Voilà. Bien sûr, a été considéré comme relevant exclusivement de l'homme. Donc on voit toujours la pertinence humaine exclusive. Donc ces opérations comprennent donc la reconnaissance de l'image, la détection des objets, segmentation des objets, la traduction, compréhension du langage naturel et reconnaissance vocale. Eh bien, ça fait partie des dernières années. L'avancée de nouvelles technologies donc a permis à l'intelligence artificielle de faire tout ça. Et ça concerne quoi? Tout simplement, ça concerne les problèmes, euh, 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 des problèmes résolus grâce au deep learning. Voilà. Donc plus on avance, plus on crée des concepts qui ont un lien avec l'intelligence artificielle et qui font des choses qui, jusqu'à maintenant, on pensait que c'était exclusivement réalisé par l'homme. Donc le deep learning, c'est ça, c'est concernant surtout le visuel, la reconnaissance visuelle et auditive. Donc il y avait l'intelligence artificielle, résolution de problèmes simples, donc problèmes mathématiques pour donc, des fonctions, exécution de fonctions pour résoudre des problèmes mathématiques complexes. Ensuite, avec l'évolution des technologies de l'informatique, donc on a commencé à faire apprendre à notre machine, plutôt à lui donner la capacité de, par exemple, prédire, hein, donc, et donner, par exemple, donner des conseils. Ensuite, on a commencé à lui faire apprendre pour qu'elle évolue encore plus. Ensuite, concernant la reconnaissance visuelle et auditive, on avait besoin de créer un nouveau concept qui est le deep learning. Donc le machine learning donc, est tout simplement une branche de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc le machine learning et toutes ces techniques qu'on a déjà vues et algorithmes, on a vu dans la leçon précédente, est une branche importante de l'intelligence artificielle. Donc en réalité, on fait référence à l'intelligence artificielle, donc on fait référence à ça, donc en restant dans le cadre de l'intelligence artificielle lorsqu'on utilise les systèmes capables d'apprendre. Voilà, tout simplement, système apprenant, pour résoudre divers problèmes, donc, qui étaient auparavant réservés aux humains. Donc. Alors le deep learning, c'est quoi? C'est une branche du machine learning. Ça reste toujours dans l'apprentissage, mais encore plus évolué grâce au réseau de neurones. Donc parmi les techniques du machine learning, une autre sous-classe peut être définie est le deep learning. Donc le machine learning qu'on a vu au chapitre précédent utilise des systèmes capables d'apprendre d'elle-même, et cela peut se faire grâce à quoi? Et bien tout simplement grâce à des caractéristiques internes au système. Donc souvent des paramètres d'un modèle fixe, qui sont modifiés en réponse aux données d'entrée destinées à l'apprentissage. Voilà, l'ensemble de l'apprentissage. Donc il va paramétrer, il va bien choisir ses paramètres ou ses caractéristiques afin qu'il devienne apte pour productible. Voilà. Maintenant, la technique du deep learning, eh ben, tout simplement, constitue
une avancée. Donc en réalité, le système de deep learning sont structurés de manière à ne pas intégrer ces caractéristiques intrinsèques au modèle, mais à les extraire, voilà, et les détecter automatiquement grâce à l'apprentissage lui-même. Voilà, c'est ça la différence. Le premier, il va paramétrer, il va choisir les bons paramètres pour ces paramètres, il va choisir les bonnes valeurs de ces paramètres, donc intrinsèques le concernant. Mais le deep learning, tout simplement, il va extraire. Ils n'ont pas intégré les caractéristiques, il va les extraire et les détecter automatiquement grâce à l'apprentissage, bien sûr, grâce aux données qu'on va lui injecter. Donc, parmi les systèmes capables de réaliser cette fonction, donc, on va parler, ça veut dire, dans la pratique, on va créer ce qu'on appelle le réseau de neurones artificiels, donc, ou artificial neural network. Alors, on va voir la relation entre l'intelligence artificielle, le machine learning et le deep learning. Tout simplement, grâce à cette figure, on peut voir que l'intelligence artificielle, ça englobe tout simplement le machine learning et le deep learning. Donc, le machine learning et le deep learning sont des sous-classes de l'intelligence artificielle. Bon, puisque ce chapitre parle du deep learning, donc on va commencer à parler du deep learning. Donc, tout ce chapitre, on va découvrir le deep learning, mais on va parler des facteurs les plus importants qui ont conduit au développement ou l'apparence de cette technique du deep learning. On a premièrement les réseaux de neurones et GPU. Donc, sans les GPU, les chercheurs n'auraient pas pu créer cette technique, et bien sûr, qui est basée sur les réseaux de neurones. Le deep learning est devenu populaire ces dernières années pour résoudre des problèmes de reconnaissance visuelle et auditive. Donc, il y a de nombreuses techniques de calcul et algorithmes qui ont été développés qui exploitent le potentiel du langage Python. Donc, on voit qu'on utilise Python. Donc, Python, ça va être une deuxième clé, un deuxième facteur qui a permis de créer cette technique. Donc, on va parler ensuite. Cependant, la théorie qui sous-entend le deep learning est en réalité ancienne. Voilà. Donc toujours, il y a la partie théorique, elle est plus ancienne que lorsqu'on commence à pratiquer. En effet, le concept de réseau de neurones a été introduit en 1943. Voilà. Vous voyez de combien de temps il est ancien. Et les premières études théoriques sur les réseaux de neurones artificiels et leurs applications ont été développées dans les années 60. Donc ce n'est que récemment que les réseaux de neurones et les techniques du deep learning ont été révélés utiles pour résoudre de nombreux problèmes d'intelligence artificielle. Cela est dû au fait que ce n'est qu'aujourd'hui que les technologies toujours peuvent être mises en œuvre de manière utile et efficace. Donc le deep learning nécessite des opérations mathématiques très complexes. Par exemple, nécessitant des millions, voire des milliards de caractéristiques, de paramètres. Si on prend les processeurs des années 90, donc malgré qu'ils sont puissants, mais ils n'étaient pas capables d'effectuer efficacement ce type d'opération. Donc aujourd'hui, même avec les processeurs récents, avec le nombre quadruplé, triplé, le nombre important de milliards de transistors dans le processeur, malgré tout cela, donc un processeur, le CPU, le processeur principal donc de l'ordinateur, non pas le GPU, le CPU, Central Processing Unit, nécessite des temps de traitement lents. Donc il n'est pas efficace, donc il est inefficace pour cette architecture particulière. Donc dès qu'on a avancé, grâce bien sûr grâce au domaine des jeux, on a pu développer et améliorer ce qu'on appelle les GPU ou les processeurs graphiques. Et grâce à ça, on a pu appliquer et créer ce réseau de neurones et bien sûr que le deep learning est basé sur.
quelle est la différence? Eh bien, tout simplement, les GPU, ils donc, sont conçus pour gérer des calculs vectoriels. Voilà. Pour des rendus 3D, pour par exemple le brouillard, des calculs pour les personnages, leurs mouvements, etc., les impacts. Voilà. Donc tout ça a permis de créer des GPU plus performants qui, eux, gèrent des calculs vectoriels. C'est ça la clé. Ouais. En plus de performants tels que des multiplications entre matrices. Et bien, grâce à cette innovation technologique, de nombreuses techniques de deep learning ont été mises au point pour réaliser les réseaux de neurones, bien sûr, que le deep learning est basé sur, et leur apprentissage, euh, leur apprentissage des tenseurs. Ben, voilà, les tenseurs. On va parler ensuite, c'est quoi les tenseurs? Donc, tout simplement, ce sont des matrices multidimensionnelles pour l'instant, donc sont utilisées et effectuant de nombreuses opérations mathématiques. C'est précisément ce type de travail que les GPU peuvent réaliser plus efficacement. Donc, grâce à leur contribution, la vitesse de traitement du deep learning est augmentée. Donc, vous voyez que les GPU, grâce bien sûr à leur capacité de gérer les calculs vectoriels et la multiplication entre les matrices, qu'on a pu appliquer ces- ce côté des fonctions mathématiques pour créer les réseaux de neurones, la base du deep learning. Un autre facteur qui a permis de concevoir cette technique, de voilà, réaliser, donc appliquer cette technique, c'est la disponibilité des données. Donc, on a plus de sources, il y a plein de sources qui contiennent beaucoup de données pour l'apprentissage. Donc, on parle d'Open Data Source, on parle d'Internet des objets, ou IoT, pour Internet of Things, et les objets, et le Big Data. Donc un autre facteur, un autre facteur qui a permis le développement du deep learning est l'énorme quantité de données accessibles, hein. On parle bien d'accessibilité. Au début, il y avait des entreprises qui proposaient, mais c'était peu, et c'était pas pour tout le monde. Donc, en effet, les données sont essentielles au fonctionnement des réseaux de neurones, tant pour la phase d'apprentissage que pour la phase de vérification. Voilà, on a vu avec le machine learning, on doit séparer les données d'apprentissage des données de vérification. Il ne faut pas que notre modèle ait la moindre connaissance des données de test, de vérification. Eh ben, grâce à la diffusion d'Internet dans le monde entier, donc, on a pu désormais accéder aux données et les produire. Voilà. Même nous, on est en train de produire des données à travers les réseaux sociaux. Alors qu'il y a quelques années, donc seules quelques organisations fournissent des données, hein, à des fins d'analyse. Aujourd'hui, grâce à l'IoT, l'Internet des objets ou Internet of Things, de nombreux capteurs et appareils acquièrent des données et les mettent à disposition sur les réseaux. C'est un facteur. On a également les réseaux sociaux et les moteurs de recherche comme Facebook, Google, etc. peuvent collecter d'énormes quantités de données analysant en temps réel les millions d'utilisateurs connectés à leur service. C'est ce qu'on appelle le Big Data. Le Big Data. Et bien aujourd'hui, le nombre de données liées aux problèmes qu'on souhaite résoudre grâce au deep learning sont facilement accessibles sous forme de, bien sûr, open source. Ça, c'est ce qu'on appelle le open data source. Maintenant, un autre facteur, c'est Python, bien sûr. Python qui a facilité le développement et l'utilisation, la création des réseaux de neurones pour le deep learning. Au passé, les gens utilisaient le langage C++. Donc c'est un langage vraiment difficile, compliqué et peu de personnes le maîtrisent. Autre chose, les GPU, donc nécessaires bien sûr pour le calcul, les gens étaient obligés de connaître ce qu'on appelle le CUDA. Donc le CUDA, c'est Compute Unified Device Architecture, ou tout simplement l'architecture du matériel, hein, des cartes graphiques
NVIDIA, avec toutes les spécifications techniques. Donc vous voyez, donc ils doivent maîtriser le C++, hein, plus cette architecture connaître bien l'architecture des cartes graphiques, donc des GPU de la maison, donc constructeur NVIDIA, et ses spécifications techniques, pour ensuite profiter, donc développer l'algorithme, le modèle et accéder au matériel pour ensuite faire bien sûr le traitement, le calcul. Mais aujourd'hui, grâce à Python, donc, il y avait une certaine interface, donc interface entre toutes ces spécificités techniques et en plus de ça, un langage facile Python par rapport à C++. Donc, ce qu'on appelle le deep learning est devenu eh ben, haut niveau. Ça veut dire quoi? Haut niveau, donc, on n'est pas obligé de connaître les spécificités du matériel et surtout du langage C++, qui est un langage, bon, c'est un langage haut niveau bien sûr, mais tellement il est difficile parce que le langage C++, c'est un langage, bon, on peut dire que c'est du C orienté objet, hein. Le C, c'est pas orienté objet, mais le C++, on a intégré l'orienté objet, mais c'est un langage qui, on dit pas, c'est pas qu'il est proche du langage machine, c'est un langage haut niveau, mais il permet de maîtriser, avoir une maîtrise, avoir une main donc sur le matériel. Par exemple, la gestion de la mémoire avec les pointeurs, les structures de données, très importante pour le C et le C++. Donc, bon, il ne faut pas oublier que la majorité des frameworks et des bibliothèques utilisées par Python sont développées par le C. Il ne faut pas oublier ça. Par exemple, NumPy et Pandas sont développés en langage C. Donc NumPy n'est pas développé en Python. Jamais. Donc il est développé en C. Donc vous voyez que les gens, bien sûr, une minorité de personnes qui maîtrisent bien le langage C, qui est vraiment un langage très compliqué, donc développent des bibliothèques pour bien profiter des performances du langage C, en ce qui concerne la rapidité, hein. Mais ils donnent ils vont donner une interface pour que ceux qui développent en Python puissent utiliser les modules et les fonctions de ces bibliothèques développées en C. Donc, toute cette communauté a permis d'utiliser le Python, qui est un langage facile, donc, qui a permis d'utiliser le deep learning à haut niveau. Donc la programmation, donc les programmeurs, donc ceux qui programment désormais utilisent le deep learning dans leur modèle, donc dans leur analyse des données, n'ont pas à se soucier bien sûr de l'architecture des GPU et de langages compliqués, donc ils vont se concentrer grâce au Python, ils vont se concentrer exclusivement sur la partie liée au deep learning. Voilà. Donc, de plus, les caractéristiques du langage Python permettent aux programmeurs de développer du code simple et intuitif, tellement il est clair. Donc, on a vu ça avec machine learning, tellement il était simple. Donc, une seule, par exemple, là, on va instancier le modèle. Donc, on va dans une variable. Donc, on va instancier le modèle qu'on a importé depuis Escalier. Donc on va l'instancier. Ensuite, on va faire l'apprentissage avec fit. Ensuite, on va faire la prédiction avec predict. Tellement c'est simple. Donc, c'est 3 lignes qui vont tout faire. Bien sûr, la création des données, et ça, c'est avec, par exemple, train, slice, voilà, la fonction donc pour découper les données d'apprentissage et de traitement, mais ça reste toujours intuitif, facile et un code réduit. Très bien. Maintenant, un autre facteur qui a permis l'application du deep learning, donc c'est tout simplement les frameworks Python développés par des programmeurs et dessinés pour le deep learning. Eh bien, il y a une communauté de développeurs et des organisations qui développent ces frameworks Python pour simplifier le calcul et l'application des techniques du deep learning. Voilà. Il y a des différences entre ces différentes bibliothèques.
Et chacune repose sur des mécanismes internes différents. C'est ça la différence, mais ils font la même chose. Ils permettent de faire le deep learning. On va mentionner parmi ces frameworks, gratuits bien sûr, c'est TensorFlow. Il est développé, c'est open source. C'est une bibliothèque open source développée par Google pour le calcul numérique qui s'appuie sur des graphes de flux de données. C'est ça le mécanisme interne, c'est les graphes de flux de données. Alors tout simplement, c'est quoi ça? Bien sûr, autre avantage de ce TensorFlow, il permet de la distribution, la répartition du, du travail sur plusieurs GPU. Ça, c'est parmi les points forts. Le concept de graphe, de flux de données, est au cœur bien sûr de TensorFlow. Il s'agit de quoi? Tout simplement, il permet de la représentation visuelle et fonctionnelle de la manière dont les données, ça veut dire les tenseurs, on a déjà parlé, donc sont des matrices en général, se déplacent à travers une série d'opérations mathématiques. On a ce qu'on appelle les nœuds. Donc les nœuds du graphe représentent les opérations. Cela peut être une simple addition, multiplication matricielle complexe ou autre fonction mathématique. Et on a également les arêtes. Les arêtes sont tout simplement les tenseurs. Ils font quoi les tenseurs? Ils transportent les données d'un nœud à un autre. Donc un tenseur peut être un simple scalaire, ça veut dire une variable, un nombre seul, ou un vecteur, donc un tableau une seule dimension, ou une matrice, ou un tableau de dimension supérieure. Ça veut dire une matrice, on a 2 dimensions, et 3 et 4 dimensions, c'est un tableau de dimension supérieure. C'est ça ce qu'on appelle le tenseur. Qu'est-ce qu'il fait? Il transporte les données d'un nœud à un nœud. Et c'est quoi un nœud? Tout simplement, le nœud, c'est l'opération. C'est une opération mathématique. Voilà. Donc il va prendre les données. Donc les données vont être en quelque sorte mises sur les tenseurs et le tenseur va les transporter ces données donc d'un nœud vers un autre nœud pour faire les calculs et avoir un résultat au final. Il y a un autre framework, c'est CAF2. Donc c'est un framework simple et facile. Donc il permet de tester des calculs de modèles et d'algorithmes en utilisant la puissance des GPU dans le cloud. C'est ça, voilà, c'est ça le point fort. Donc l'utilisation des GPU dans le cloud. Donc, en général, on n'a pas un data center, on n'a pas à disposition un ordinateur, un super ordinateur pour faire tout ça. Donc on peut utiliser les GPU dans un cloud pour faire tout le calcul compliqué. On a encore un autre framework, c'est PyTorch. Donc c'est un framework scientifique entièrement basé sur l'utilisation de GPU. Il est performant. Il a donc il est destiné pour la recherche scientifique. On a également Theano. Bon, le Theano, sa communauté a arrêté les mises à jour. Mais quand même, la majorité des programmes développés avec cette bibliothèque, on trouve il y a plein de gens qui ont utilisé, donc il y a plein de gens euh, qui, qui ont utilisé ce framework pour développer leur modèle, donc leur application, on peut dire ça, donc de deep learning. Voilà. Donc, toujours, Theano est utilisé dans le domaine scientifique. Voilà. La prochaine séance, on va parler également quelques définitions pour ensuite commencer la partie application avec TensorFlow et Keras.